la vie, tout le monde a besoin d'un passe-temps, les hommes comme les femmes. Tenez, moi, par exemple, c'est la pêche. Évidemment, je ne suis donc pas souvent à la maison, mais comme je le dis toujours à Nora, ma femme, nous nous apprécions beaucoup mieux quand j'ai passé un bon week-end sur l'océan à tirer des barracudas ou des loups de mer. Nora, en revanche, ne fait que bricoler par-ci par-là. Un peu de ménage, un peu de jardinage, quelques courses, l'éducation des enfants. Alors, forcément, elle s'ennuie. Et il lui vient des idées bizarres. Un jour, elle décrète tout d'un coup qu'il nous faut une moquette neuve, ou que sa voiture est bonne pour la casse, ou qu'elle se verrait bien au volant d'une jolie petite mécanique étrangère. Ou alors, elle rêve d'un voyage en Europe, enfin, que sais-je. Si j'y réfléchis bien, tout a commencé un soir où les Evans étaient venus passer la soirée chez nous. Vous connaissez le genre, hein? Tout le monde a un couple comme eux dans son entourage. Ils ont commencé à se disputer sur le seuil de l'église le jour de leur mariage et n'ont jamais cessé depuis. On jouait tranquillement au bridge, quand Sam Evans a coupé l'as de Deborah, sa femme, qui se met aussitôt à pousser des hauts cris. Un mot entraînant l'autre, voilà Deborah qui déclare, sans avoir l'air de plaisanter le moins du monde, « Je donnerais volontiers 2000 $ à celui qui aurait le courage de t'étendre raide mort. » Nora, que le bridge assomme et qui, jusque-là, a gardé les yeux fixés sur le tapis, notre vieux tapis usé, troué, défraîchi, a brusquement levé la tête en disant « Tu le ferais vraiment, Deborah? Tu n'as qu'à essayer, et tu verras, Nora. » a répliqué aussitôt Deborah. Moi, j'avoue que sur le moment, je n'ai pas accordé grande importance à l'incident. J'avais l'intention d'en parler plus tard à ma femme, mais nous étions vendredi et j'avais à préparer mes appâts pour la partie de pêche du samedi, alors j'ai tout bonnement oublié. En me réveillant le lendemain matin, je m'aperçois que Nora est déjà debout. Et en descendant prendre mon café au lait, je constate qu'elle a même déjà empaqueté mon déjeuner. « Oh, merci Nora, tu es un ange », dis-je. « Non, ça n'est rien », répond-elle. « Les Evans m'ont invité à pique-niquer avec eux, alors il fallait de toute façon que je prépare des sandwichs. »« Mais c'est très bien ça, Nora chérie. Donne le bonjour de ma part aux fourmis. » Et c'est ce jour-là que le pauvre Sam Evans a fait le grand saut. Comme on l'a su après, Sam se promenait dans le parc surplombant l'océan quand il a soudain éprouvé le besoin de faire le clown au bord de la falaise. À cet endroit, elle fait 40 mètres de haut, et le pauvre Sam a dû oublier qu'il ne savait pas voler. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Deborah n'avait rien d'une veuve éplorée. 2 semaines après, voilà qu'on nous livre une très jolie moquette couleur caramel. « Ah, c'est curieux, Nora, dis-je. Nous avons 98 $ d'économie et cette moquette doit en coûter 2000, Tom. Seulement 2000. Non, peu importe la somme, Nora, chérie. J'imagine que ces 2000 $ ne te sont pas tombés du ciel. Voyons, Tom, je t'ai déjà dit, ma tante Martha de Saint-Louis est morte l'an dernier en me laissant un peu d'argent. Tu ne te rappelles donc pas? Non, mais ça fait bien plus longtemps que ça, Nora, chérie. Non, c'était l'an dernier, Tom. Tiens, j'aurais pourtant juré. Je ne finis pas ma phrase, mais je me promets de procéder à quelques petites vérifications. Seulement voilà, on est samedi et un énorme thon est signalé dans notre coin de pêche. Alors évidemment, je n'ai plus repensé à l'affaire. Ma voiture est encore en panne, Tom, se plaint Nora quelques jours plus tard. Oh, allons, Nora, chérie, ne t'en fais pas. Dans 23 mois exactement, nous aurons fini de payer les traites de la mienne. Et alors là, nous pourrons t'en acheter une neuve. Ça me paraît bien long, soupire Nora. Le soir même, les Markham, qui sont de remarquables joueurs de bridge, viennent passer la soirée chez nous. Ce sont des gens charmants, absolument charmants et d'agréable compagnie. Ils n'ont qu'un seul défaut. La mère de Don Markham, qui vit chez eux, a tendance depuis quelque temps à devenir leur unique sujet de conversation.
Ils ne peuvent tout simplement plus la supporter. Est-ce que vous vous rendez compte, dit Sarah Markham, nous avons 3 aspirateurs, 2 machines à laver et nous sommes abonnés à plus de 20 magazines différents simplement parce qu'elle adore bavarder avec les démarcheurs. Et nous devons parfois attendre des heures pour pouvoir passer un coup de fil parce qu'elle passe tout son temps au téléphone, dit Don Markham. Et elle arrache toutes les pâquerettes du jardin, surenchérit Sarah. Et d'un ton rêveur, elle ajoute « Ah, je donnerais bien 5 000 $ pour en être débarrassé. » J'annonce, dis-je très fort pour mettre un terme à cette conversation, j'annonce 300 atouts. Et ce soir-là, je perds 2000 fiches à 1 cent le point. Environ une semaine plus tard, en rentrant un soir de mon travail, je trouve devant la maison une jolie petite voiture de sport. Je me précipite vers Nora. Elle ne coûte que 5 000 $, dit Nora. Avec ma vieille voiture et quelques traites mensuelles que je paierai facilement en économisant sur les dépenses du ménage. Nora, j'ai à te parler. Oui, mon chéri. J'essaie alors de lui expliquer ce qu'est un passe-temps. Un passe-temps, ça ne s'invente pas. On n'en choisit un que des tas de gens ont déjà. C'est très bien d'avoir l'esprit inventif, mais enfin, tout de même... Écoute, Nora chérie, dis-je le plus calmement du monde, je vais t'acheter un album avec quelques timbres pour commencer une collection. Hein? Je prendrai sur nos économies. Puis je monte dans notre chambre, ferme la porte à clé et décroche le téléphone. Allô? Dit la voix de Don Markham à l'autre bout du fil. Salut Don, comment allez-vous? Bien Tom, très bien. Et votre maman? Comment, vous ne savez donc pas? Là, je sens le souffle me manquer et mes paumes devenir toutes moites. Non, je ne suis au courant de rien, Don. Elle a été écrasée par une voiture. Un accident vraiment stupide. Il a bien raison d'être inquiet, Tom. Mais que va-t-il faire pour freiner sa femme sur cette pente dangereuse? Quelque temps avant la fermeture de la pêche, je passe un week-end en mer avec des amis, dont Alan Grubble. En fait, Alan Grubble n'est pas vraiment un ami. En dehors de la saison de pêche, nous ne nous voyons guère, mais nous nous entendons bien. C'est un avocat à la clientèle haut placée. Tout l'été, je lui ai posé des tas de questions de droit. Par exemple, sur la meilleure façon de se défendre quand on est accusé de meurtre. Combien coûte un bon avocat? Et si une femme a plus de chances de s'en tirer qu'un homme? Si vous connaissez un tueur, me dit Alan ce jour-là, j'aurais bien besoin de ses services. Il a dit ça sur le ton de la conversation la plus anodine, exactement comme il m'aurait demandé l'adresse d'un bon tailleur. Moi, je lui réponds sur le même ton, je n'en connais pas vraiment, mais vous savez, on rencontre toutes sortes de gens dans le commerce. Pourquoi? Oh, à cause des questions que vous me posez toujours. Voyez-vous, j'ai un problème avec ma femme. Nous sommes mariés depuis 5 ans et franchement, je me vois mal la supportant encore longtemps. Mais pourquoi ne pas divorcer? Voyons, elle a 58 ans de plus. Elle possède 300 000 $ dont je suis l'unique héritier. En supposant, je dis bien en supposant, que je connaisse quelqu'un, je paierai 50 000 $ en espèces. Ce soir-là, en rentrant à la maison, je surprends Nora en train de raccrocher le téléphone avec une hâte inquiétante. Je remarque aussi qu'elle note quelque chose sur un journal. C'est pas le journal qui excite ma curiosité. Non. C'est le nom qu'elle a griffonné dessus et que je réussis à lire discrètement. Joe Vecchi. En ville, peu de gens ignorent que cet individu est un truand, comme on dit, un gangster, un tueur, un joueur, et surtout, un type de la mafia. Nora, dis-je avec douceur, Nora, un passe-temps est fait pour être pratiqué en amateur.
Il ne doit pas rapporter de l'argent, mon chéri. Pour cela, tu as un mari. Enfin, Tom, tu te fais bien de l'argent en revendant une bonne partie de ce que tu pêches. Alors, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas moi? L'argument est évidemment d'une logique irréfutable. J'essaie néanmoins de mettre en garde ma chère moitié et de lui faire comprendre qu'elle ne pourrait qu'être malheureuse en s'associant avec ces gens-là. Mais elle ne veut rien entendre. Il nous faut une nouvelle maison, Tom, chéri, déclare-t-elle. Et une maison, ça coûte cher. Je comprends alors qu'il va bien falloir que je la laisse se distraire avec le meurtre Grubble pour l'empêcher de trop frayer avec la racaille. Quand Alan Grubble vient passer la soirée chez nous pour une partie de bridge avec sa femme, je sens s'évanouir mes derniers scrupules. Madame Grubble se révèle être une sacrée enquiquineuse, doublée d'une poivrotte, avec des yeux rouges, un visage ridé comme une vieille pomme et une silhouette en forme de crayon. Nora joue avec son manque d'enthousiasme habituel, mais étudie sa victime de près. Je constate avec fierté qu'elle a acquis maintenant beaucoup d'assurance. Elle pose juste les questions qu'il faut sur la vieille enquiquineuse et je ne suis pas loin de penser que je devrais peut-être l'encourager davantage dans son nouveau passe-temps. Nous allons bientôt acheter une nouvelle maison, annonce-t-elle soudain. Pour faire bonne mesure, j'ajoute quant à moi, et peut-être aussi un bateau de pêche. Non, dit fermement Nora quelques jours plus tard. Non quoi, ma chérie? Je ne veux pas sortir avec les Grubble ce soir. Je préfère regarder la télévision. Comme j'ai tout préparé avec le plus grand soin, je suis très déçu. Il y a un tisonnier sur le siège arrière de la voiture et dans la boîte à gants, une bouteille de whisky avec du poison et mon couteau pointu qui me sert à dépecer le poisson. Alan est sorti se forger un alibi. La veille, nous sommes allés au cinéma et ce soir, nous y retournons, mais juste le temps d'entrer et de sortir de la salle. Nous pourrons ainsi affirmer, sans mentir, avoir vu le film. Voyons, ma chérie, dis-je gaiement, rappelle-toi les $50 000. Nora me regarde en hochant la tête. Enfin, Tom, quand auras-tu fini de parler d'argent et de meurtre? Vraiment, je suis surprise que tu puisses envisager de tuer. Tu sais, tu devrais aller voir un psychiatre. Voilà qui est caractéristique chez les tueurs. Ils pensent que ce sont les autres qui sont anormaux. Quand nous aurons la maison et le bateau, il faudra que Nora entre en maison de repos. Non, c'est vrai, tous ces meurtres vont finir par faire naître chez elle un sentiment de culpabilité. Avec ce que je gagnerai la saison prochaine, avec mon bateau à moi, je pourrais lui faire passer 2 ans dans une gentille clinique privée. Et même si elle doit rester enfermée le restant de ses jours, la pauvre, je lui rendrai visite tous les dimanches. Oui, enfin, en dehors de la saison de pêche. Et je lui apporterai des petites gâteries. Comme elle ne veut pas changer d'avis, j'aiguise son appétit en mettant l'accent sur la facilité de l'entreprise. Quand on a un dada, voyez-vous, on ne résiste jamais longtemps à la tentation. C'est comme quand quelqu'un se met à côté de moi en criant « Là-bas, un barracuda, là-bas !» Je lui promets de la retrouver à High Point, dans les collines de Palos Verdes. C'est un joli coin, pas très fréquenté, surplombant l'océan, et Nora pourrait s'y livrer tranquillement à ses activités favorites, pendant que moi je ferai le guet. « Alors c'est d'accord, dis-je, tu me rejoins à High Point à minuit. » Elle se contente de soupirer et d'agiter la main d'un air résigné. Alice Grubble me donne plus de mal que je ne l'aurais pensé.
Quand j'arrive chez elle, en me servant d'une échelle, elle croit que je suis amoureux d'elle et elle se jette dans mes bras et me raconte combien sa vie avec Alan est odieuse. Mais je n'ai pas trop de mal à l'emmener dans un bar, puis à la convaincre de venir avec moi jusqu'à Hyde Point. Le coin est idéal vraiment pour commettre un meurtre, mais vu le nombre de voitures garées là, c'est aussi un lieu très recherché par les amoureux. Décidément, les choses se gâtent, et ça n'est qu'un début. Alice Grammel refuse de boire le whisky additionné d'arsenic que j'ai emporté. Elle veut seulement que je lui prouve combien je l'aime. Alors je décide de passer à l'action sans attendre Nora. Je sors mon couteau, mais Alice me l'arrache des mains avec une rapidité surprenante, bondit hors de la voiture et le plante dans la terre en s'exclamant qu'elle était très forte à ce jeu-là quand elle était petite. Je la rejoins et me mets moi aussi à lancer le couteau en attendant d'avoir le courage de m'en servir pour de bon. Et voilà que surgit un agent de police qui veut à tout prix jouer avec nous. Bientôt, une demi-douzaine de types sortent de l'ombre pour regarder ou s'essayer au jeu. L'un allume un feu, un autre apporte une guitare et se met à chanter. Et Nora qui n'arrive toujours pas. Nous sommes de plus en plus nombreux autour du feu de camp à chanter, à rire et à danser. J'en profite pour m'esquiver un peu et aller guetter Nora. Et soudain, j'entends mes compagnons d'un soir pousser un grand cri de joie. Mais je ne comprends la raison de cette allégresse qu'en retournant près d'eux. L'agent de police vient vers moi en brandissant ma bouteille de whisky et en s'excusant d'avoir pris la liberté de fouiller dans ma voiture. « Les amis !» déclame-t-il avec de grands gestes. Nous allons tous boire encore un coup à notre amitié. En principe, je ne bois pas pendant le service, mais je vais vous tenir compagnie parce que c'est vraiment une soirée épatante. Là-dessus, il lève la bouteille et avale une bonne gorgée. C'est à ce moment-là que je me rappelle, et avec horreur, avoir versé de l'arsenic dans l'alcool. Je me mets à crier en agitant les bras dans tous les sens. Combien d'entre vous ont bu à cette bouteille ? Mais tout le monde, bien sûr ! S'exclame Alice en embrassant d'un geste les 8 personnes attroupées autour du feu. Elle arrache la bouteille des mains de l'agent et me l'attend. « Tenez, Tom, vous méritez bien la dernière gorgée. Après tout, ce whisky est à vous. » « Je la mérite, oui, » dis-je horrifié par l'idée d'avoir fait 8 victimes, dont 7 innocentes. Alors, je vide le reste de la bouteille et me mets à pleurer comme un bébé. Nora, assise à mon chevet, me tient tendrement la main. « Oh, mon pauvre Tom, il s'en est fallu d'un cheveu que tu y restes. Presque tout le poison s'était déposé au fond de la bouteille. » « Le poison ? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Nora, combien d'entre eux ont-ils pu être sauvés ? » « Mais tous, Tom, chéri. Ce poison avait plus de 20 ans. Il n'était plus très puissant. Il les a juste rendus malades et on te poursuivra simplement pour tentative de meurtre collectif. Alan Grubel assure que tu en auras probablement pour 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans. Mais c'est ta faute, Nora. Tu m'as laissé tomber. C'est toi la spécialiste du meurtre, voyons. Nora secoue la tête tristement. Mais non, Tom, chérie, je ne connais rien au meurtre, moi. Mon passe-temps, c'est de jouer aux courses. Mais, Sam Evans... C'est ce soir-là que j'ai eu l'idée de jouer aux courses. Mais pour Sam Evans, c'était vraiment un accident. Il faisait le zouave pour impressionner une demoiselle et il est tombé. Deborah et moi étions à plus de 10 mètres de lui et il y avait une foule de témoins. Oh, et la mère de Don Markham. Un accident aussi, Tom. Ce jour-là, souviens-toi, tu avais ta voiture et la mienne était en panne. Non, moi je joue aux courses et je m'y connais bien aux chevaux maintenant, tu sais. J'ai eu peur que tu découvres tout le soir où tu m'as surprise avec ma feuille de Paris et le nom de ce joueur, Becky, écrit dessus. Je me dis que, décidément, la vie est pleine de coïncidences.
Nora prend dans son sac l'album de timbres que je lui ai offert et me le tend. Prends-le, Tom, chéri. En prison, tu n'auras pas l'occasion de pêcher, tu sais. Et en 5 ans, tu pourras te constituer une belle collection. C'est toi-même qui l'as dit. Tout le monde doit avoir un passe-temps. La porte du taxi claque. Un militaire de haute taille, en uniforme, traverse sans hâte la cour presque déserte du motel. La nuit s'approche rapidement et l'homme s'efforce de distinguer les numéros des appartements au-dessus des portes. Sur son bras gauche, les galons de sergent sont encore visibles ainsi que l'insigne de tireur d'élite. Il va tranquillement d'un bâtiment à l'autre, mais d'un pas assuré, comme s'il s'agissait d'une besogne de routine. Pourquoi a-t-il consenti à venir jusqu'ici? Pourquoi Ashbury l'a-t-il invité à boire ce pot en guise d'adieu? Bien que les hasards de la vie militaire les aient fait se rencontrer à plusieurs reprises, soit en temps de paix, soit pendant la guerre, ils n'ont jamais vraiment sympathisé. Ashbury n'est pas son type. Pourquoi donc, aujourd'hui, à la veille de leur démobilisation, alors que tous les copains célèbrent l'événement dans les bistrots de la basse ville, pourquoi a-t-il fait les frais d'un taxi pour aller à ce rendez-vous fixé par Ashbury à des kilomètres de la caserne? Ashbury a été et est encore jusqu'au lendemain responsable des dossiers du personnel du régiment. Pour les uns, il n'est qu'un gratte-papier fouinard. Pour d'autres, y compris le colonel, c'est un militaire consciencieux et efficace. Quoi qu'il en soit, Ashbury vient de passer 20 ans de son existence à fureter partout, à vérifier chaque chose, à poser des questions indiscrètes aux gens. Au téléphone, Ashbury a beaucoup insisté. Il tient à le voir pour discuter d'un problème qui les concerne tous les deux, un problème urgent dont on ne peut parler qu'en tête-à-tête, un verre à la main. Une question d'importance essentielle pour son propre avenir, a-t-il insisté. Après avoir raccroché le téléphone, Mulroney songe que son avenir se résume en un seul nom. Céleste. Ce nom a été son espoir, sa force. Ce nom lui a permis de supporter l'épreuve des 5 dernières années de sa vie militaire et d'atteindre enfin le jour de la retraite au terme de ses 20 années de service. Avec Céleste, il doit rattraper le temps perdu. Ils sont mariés depuis 5 ans, mais ils n'ont jamais vécu ensemble plus de 15 jours de suite. Elle n'a jamais voulu abandonner le métier qu'elle exerce à temps partiel à Chicago. Céleste est mannequin. Tandis que lui, il a subi les 1000 fantaisies du haut commandement qu'il a transbahuté d'une garnison à une autre. Mais demain, tout sera différent. Demain, il redeviendra un homme libre, un homme libre. Céleste et lui vont enfin se retrouver pour toujours. Au diable, le reste du monde, y compris les empoisonneurs du genre d'Ashbury. Il finit par découvrir l'appartement d'Ashbury, c'est le dernier bâtiment. Il sonne. « Entrez, Mulroney, entrez, mon vieux !» La poignée de main d'Ashbury lui paraît trop cordiale, d'autant que le matin même, ils ont passé 1 heure ensemble à régulariser son dossier. « Eh bien, Ashbury ?» répond plus fraîchement Mulroney. « Que se passe-t-il donc ?»« Entrez, entrez !» Ashbury écarte une chaise de la table pour que son invité puisse s'asseoir. « Qu'est-ce que je vous sers, mon vieux? Dites ce que vous aimez, vous gênez pas !» Ashbury est décidément un hôte affable. Bon, ça me va. Avec beaucoup d'eau, je tiens à garder l'esprit clair pour demain matin. Mais je voudrais surtout savoir ce que vous avez à me dire. Ashbury remplit un verre. Pourquoi teniez-vous tant à me voir?
Ashbury se sert à son tour un whisky, puis s'installe sur une chaise à gauche de Monroney. Il adresse un sourire à son invité et déclare « Vous inquiétez pas, mon vieux, tout va bien. » C'est quand même bizarre, songe Monroney, c'est quand même étrange. Il vide son verre et reste un moment silencieux, cherchant à imaginer ce qu'Ashbury veut lui cacher. Sans doute a-t-il quelques indications compromettantes à son sujet. Une taupinière dont il pense faire une montagne, pour lui extorquer tout doucement un peu d'argent. Qu'importe, de toute façon, demain soir, il sera avec Céleste à Chicago, et ni Ashbury ni personne d'autre ne sera plus un obstacle. À la fin des fins, Ashbury, parlez, dites-moi quelque chose, dites-moi ce qu'il peut y avoir dans mon dossier, quel est le détail technique qui compromet ma libération. Pour que les choses soient en ordre, qu'est-ce que ça va me coûter? Dites votre prix. Ashbury pose la main sur le bras de Monroney de façon rassurante, puis il remplit à nouveau les verres avant de répondre. « Ce n'est pas ça, Monroney, non. J'ai étudié votre dossier avec attention. Le colonel l'a examiné à son tour. Tout va bien, tout va très bien. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez demain partir de la caserne la tête haute en vêtements civils avec en poche un chèque qui vous mettra à l'abri du besoin jusqu'à la fin de vos jours. Tout va bien. » Il lui adresse un autre grand sourire. « Alors quoi, Ashbury? Pourquoi toute cette mise en scène? Je sais bien que ce n'est pas par pure amitié que vous m'avez invité. » La désinvolture d'Ashbury tombe comme un masque. Il parle avec lenteur. « Il y a seulement une chose, une toute petite chose qu'il faut que vous sachiez, Monroney. Une chose qui vous concerne, mais qui concerne aussi 2 autres personnes. J'ai découvert par hasard qu'il y a un autre homme qui se trouve mêlé à vos affaires personnelles. Pour être plus précis, à votre vie familiale. Et cet autre homme, vous ne l'auriez jamais soupçonné. » Ashbury jette un regard sur sa montre. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Monroney le considère avec des yeux ronds tout en balançant son verre entre 2 doigts. Mais de quoi parlez-vous, Ashbury? Vous êtes complètement fou. Et de qui parlez-vous? Je vous en prie, mon vieux, restez assis, gardez votre calme. Ashbury a retrouvé ses manières aimables et ses gestes mesurés. Il s'agit du sergent Wine. Wine? Les sourcils broussailleux de Monroney se rejoignent. Vous voulez parler de Wine, le joueur de cornet à piston? Cette poule mouillée, ce petit mec de la fanfare que n'importe quel chef fait marcher à la baguette? Mais que diable puis-je avoir de commun avec ce type? On sonne à la porte. Vous n'allez pas tarder à le savoir, dit Ashbury en se levant pour aller ouvrir. Wine est un homme de petite taille, très brun. Il a les yeux globuleux, des lèvres épaisses, une chevelure grisonnante et clairsemée. Ses yeux clignent sous l'effet de la lumière et il a l'air d'un hibou. Il semble encore plus ahuri que ne l'est Monroney. Wine bénéficie à son tour de l'accueil fastueux déjà réservé à Monroney, tant que Monroney met à profit pour décider d'adopter une attitude de vigilance. À coup sûr, ça devrait finir par un bakchiche, à coup sûr. Dès que Wine a vidé son verre, Ashbury, qui jusque-là avait maintenu la conversation en terrain neutre, frappe la table du plat de la main. « Eh bien, mes amis, inutile de tourner plus longtemps autour du pot. Vous voulez savoir ce que vous êtes venu faire ici, n'est-ce pas? » Ni l'un ni l'autre ne souffle mot. Ils regardent en coin Ashbury comme des chats prêts à bondir. Ashbury quitte brutalement le ton de la plaisanterie. Sa voix devient cinglante comme un fouet. Demain, messieurs, le rideau tombera sur l'acte final de notre petit drame, sur notre numéro d'écureuil en cage, un numéro qui a duré 20 ans. Pour nous 3, la pièce est finie. Demain, nous allons tenter de redevenir des civils, bien entendu. Chacun de nous va s'efforcer de réaliser ses propres rêves. Chacun suivra son propre chemin. Bien sûr.
approuve Wine de sa petite voix de tête, tout en essuyant les verres de ses lunettes embuées de sueur. Son regard qui ne cille pas est fixé sur le visage de son hôte. Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas, Wine? Poursuit Ashbury. Je commence par vous. Quelles sont vos intentions, Wine? Allez-vous vous reposer? Envisagez-vous de travailler? Wine se cale dans sa chaise en se caressant le menton d'un air rêveur. Je vous remercie de l'intérêt que vous me portez, Ashbury. Voyez-vous, toute ma vie, j'ai souhaité diriger un orchestre. J'ai maintenant mon plan pour réaliser mon rêve. J'aurai le meilleur orchestre de Chicago et ma femme, Doris, en sera le joyau. Doris a une voix de rossignol. Si, je vous assure. Et vous, Monroney? Voyons, Ashbury, qu'est-ce que vous trafiquez? S'énerve Monroney. Ashbury réplique avec un calme olympien. Dans très peu de temps, je pense que vous allez comprendre. Je ne vous ai posé qu'une question fort courtoise. Je vous assure que vous avez tout avantage à me suivre dans cette discussion. Bon, si vous voulez, vous êtes un as, eh bien moi je vous dis que je ne fais aucun plan. J'ai seulement l'intention de rattraper le temps perdu. Céleste abandonnera son emploi. Nous allons construire notre cabane dans la montagne à proximité d'un torrent où je pourrai pêcher la truite. Ça vous va, sergent Ashbury? Ashbury lui envoie un petit sourire en coin. J'ai souhaité, et je souhaite encore, que nous nous quittions bons amis. Remarquez, j'ai bien l'impression que je ne vous reverrai jamais, ni l'un ni l'autre. Mais c'est curieux, voyez-vous, en manipulant vos dossiers, j'ai fini par prendre un intérêt réel à votre situation personnelle, à l'un comme à l'autre. Voilà pourquoi je vous ai demandé de venir ici ce soir. Mais c'est incroyable tout ce que peuvent receler ces dossiers. Incroyable. Des annotations règlent le destin d'un homme pour sa vie entière. Ses états de service, sa situation de famille, les délégations de solde qu'il consent, etc., etc. Vous seriez surpris, mes amis, d'apprendre tout ce que je sais sur vous. Le visage de Wine est en sueur. J'espère que vous ne voulez pas indiquer par là, sergent Ashbury, qu'il y a une tache sur ma carrière, une mauvaise note qui pourrait faire ajourner ma libération. Pas du tout, réplique Ashbury. Rien de tel pour Monroney non plus, soyez tranquille. Et cependant, il demeure pour chacun de vous un problème vital. C'est une difficulté qui vous intéresse également l'un et l'autre et qu'il faut maintenant aborder. Qu'il nous faut régler ce soir. En tous les cas, avant que vous ne preniez l'avion pour Chicago, puisque j'ai compris que vous vous dirigiez tous les deux vers cette même ville. Depuis quand Doris est-elle votre femme, Wine? Depuis 6 mois. 6 mois merveilleux. Je l'ai épousée à ma dernière permission. Je l'ai entendue chanter dans un cabaret et je suis immédiatement tombé amoureux d'elle. Nous nous sommes mariés comme ça. Depuis lors, je lui écris tous les soirs. Oh, c'est un ange et la plus jolie femme que j'ai jamais rencontrée. Ses cheveux sont d'un blond cendré inimitable. Vous lui avez consenti une délégation de solde depuis votre mariage, n'est-ce pas? Oui, je lui envoie presque tout. Nous avons maintenant un joli petit magot. Ashbury allume une cigarette. Voyons, une minute que je me remémore vos dossiers et les bribes d'informations que vous m'avez données. Si je ne me trompe pas, votre femme s'appelle Céleste, n'est-ce pas, Monroney? Elle est mannequin à Chicago, c'est ça? Il me semble me souvenir de l'adresse à laquelle vous lui adressiez votre délégation de solde. J'imagine qu'elle est blonde, assez grande, un regard inoubliable, une superbe allure. Je ne me trompe pas? Monroney bondit sur ses pieds. « Je ne répondrai plus à vos stupides questions !» Ashbury tente de le faire rasseoir. « Mon vieux, je ne fais tout cela que pour vous venir en aide. Je vous ai déjà dit que vous aviez tout avantage à m'écouter. » Il se retourne vers Wine. « Auriez-vous la gentillesse, Wine, de montrer à Monroney la photo que vous m'avez déjà présentée, celle au dos de laquelle il est écrit « Ah, Wine est chéri pour la vie ». Nous allons voir qui a la plus jolie femme. »
Ashbury observe Monronet du coin de l'œil. Wine sort la photo de son portefeuille. Monronet jette un regard et s'effondre sur son siège. Son rêve s'est brutalement évaporé. « Je suis navré, mon vieux, » reprend Ashbury. « Navré, mais il n'y avait pas autre chose à faire. Maintenant, veuillez s'il vous plaît montrer à Wine votre photographie de Céleste. » Monronet obéit mécaniquement. Les joues creuses de Wine prennent une couleur de cendre. Les deux maris demeurent assis l'un en face de l'autre, de part et d'autre de la table. Ils se regardent, n'étant plus capables de prononcer un seul mot. D'un geste rapide, Ashbury remplit à nouveau les verres. « Vous voyez, mes amis, qu'il y a réellement un problème. Il faut évidemment que nous trouvions une solution. À moins, bien sûr, que vous décidiez de partager la même voluptueuse personne. » Le silence dure. Si ça peut vous être une consolation, je me permets de vous indiquer que j'ai été témoin de maints accidents analogues. Oh oui, j'ai vu tant de choses extraordinaires au cours de mon engagement de 20 ans dans l'armée. Pendant que son héros est au combat, la femme se voit en peine d'argent, ou bien elle se sent un peu seule. Alors elle accroche quelqu'un au passage. Ce qui est assez surprenant, c'est que ça dure parfois un certain temps. Les ennuis commencent quand la femme essaie de rétablir la situation, par exemple, quand elle écrit pour demander conseil. C'est ce qui s'est passé quand cette charmante personne a adressé une lettre à mon service. Monronet reprend peu à peu ses esprits, comme un homme s'éveillant d'un profond sommeil. La voix d'Ashbury se fait très douce. Voyez-vous, il y a quelque temps que je me doute de quelque chose, depuis que j'ai remarqué que vos délégations de soldes étaient expédiées à la même adresse. De même, à cette adresse, habite la même bénéficiaire des 2 polices d'assurance vie. Pour m'assurer que cette beauté existait vraiment, j'ai fait l'aller-retour à Chicago et j'avoue qu'en ce qui concerne ses charmes, vous n'avez exagéré ni l'un ni l'autre. Monronet sent une colère froide, une envie lancinante lui envahir le corps et l'esprit. Ses poings énormes se serrent et se desserrent. Il sent que cette colère ne va pas tarder à se changer en fureur homicide. Imaginez qu'il peut y avoir sur la terre une femme qui puisse accorder ses faveurs à cet avorton de Wine. Imaginez que cette femme, c'est Céleste, se représenter Céleste comblant de ses caresses ce crétin de petit joueur de cornet à piston. Non, non, non et non. Monronet ne va pas mettre longtemps à rayer ce rival de l'univers. Alors, les gars, c'est la voix doucereuse d'Ashbury qui traverse la brume de fureur dont Monronet est enveloppé. Alors, il y a une façon de régler cette querelle, une façon radicale, franche, virile. Je suis l'arbitre. Le vainqueur aura mérité la plus jolie femme du monde pour sa récompense, pour son plaisir. En plus, il aura comme prime le capital d'assurance vie que son rival a constitué et que sa femme va pouvoir toucher. Sans parler des délégations de soldes qu'elle a économisées. À cet égard, voyez-vous, j'ai la certitude qu'elle ne jette pas l'argent par les fenêtres. Bref, c'est le gros lot. Il marque une pause pour suivre la réaction de ses hôtes, qui restent muets. Mes amis, c'est très simple. Sous la table, je vous fournis la solution du problème. Je vous conseille de ne pas perdre de temps. Ashbury n'a pas encore fini de parler que Monronet sent glisser le long de sa cuisse un petit objet froid et assez lourd. Il plonge la main et la referme sur un revolver. Lentement, il lève l'arme au-dessus de la table. Après tout, Céleste va être à lui, rien qu'à lui. Il met Wine en joue et tire. Au même instant, il sent son ventre éclater comme sous l'effet d'une charge de dynamite. L'explosion le fait basculer en arrière. Il tente de s'accrocher à la table, mais il sent un flot chaud et visqueux envahir ses vêtements.
Wayne s'est écroulé sur le sol, un petit trou bleu entre ses yeux. Sa main est crispée sur un revolver, le même qu'Ashbury a tendu à Mulroney. Mulroney essaie encore de parler, mais le souffle lui manque déjà. À travers quelques hoquets, il ne parvient qu'à proférer. Tu avais tout manigancé. Sois maudit, Ashbury. Ashbury s'est levé. Mais, mon pauvre petit vieux, la cause de tout, c'est une femme qui s'appelle Doris, ou Céleste, si tu préfères. Une femme admirable, sans aucun doute la plus belle femme de Chicago, et en même temps la plus avisée. Elle aura à son nom une belle petite fortune dès qu'elle aura touché vos 2 assurances-vie. Doris Céleste. Oh, j'allais oublier. Elle s'est présentée à moi sous le nom d'Irma. Irma. Et je pars la rejoindre. Ashbury est en compagnie d'Irma. Après avoir dîné dans un restaurant russe où ils ont arrosé de vodka leur retrouvaille, ils font quelques pas dans la rue. Irma, ma chérie, sais-tu que nous sommes riches, très riches, que tu vas m'épouser et que jamais nous nous quitterons? Quelle est belle notre histoire. C'est l'amour qui nous unit, H. C'est merveilleux. Jamais tu ne pourras me quitter, mon Irma, ma Céleste, ma Doris. Ashbury l'immobilise dans une étreinte qui lui meurtrit les bras. Ça ne t'a pas trop attristé de lire en première page des journaux la dispute mortelle de tes 2 maris? C'est vrai que, du même coup, ton avenir est assuré, puisque tu vas toucher les assurances-vie qu'ils ont signées en ta faveur. Seulement, vois-tu, ma belle, maintenant tu es condamnée à n'avoir plus qu'un mari, moi. Sinon, il se pourrait qu'un journaliste réalise que les 2 veuves bénéficiaires des assurances-vie de leur regretté époux ont la même adresse et le même nom. Alors, c'est peut-être préférable qu'on en profite ensemble de ce magot. Tu vois, chérie, on est vraiment liés pour toujours. Ashbury relâche son étreinte maintenant qu'il est sûr que Doris Céleste Irma ne peut lui échapper. La jeune femme s'éloigne de quelques pas. Soudain, elle fait volte-face, les mains plaquées au fond des grandes poches de son manteau. Elle se rapproche lentement d'Ashbury qui ne bouge pas. Vois-tu, H, mon chéri, la pensée que je pourrais partager ma vie avec toi, ne serait-ce qu'un instant, m'est intolérable. Je n'aime ni les indiques, ni les salauds. Désolé. Et Doris, Céleste, Irma tire à travers la poche de son manteau.